Bienvenue, Doc Seb. Bienvenue, Christy, ainsi que nos téléspectateurs pour cette nouvelle thématique. La thématique du mensonge. Une bonne thématique, j'ai envie de dire. Donc, on va essayer de ne pas mentir. Voilà. Alors, on ment pour ne pas faire de la peine ou pour faire plaisir à quelqu'un. Ça aussi, c'est possible. On évite, par exemple, de lui dire ce qu'on pense de lui, de sa coiffure ou de ses vêtements. Certains psychologues appellent cela des mensonges défensifs, car le but, au fond, est de préserver notre relation avec autrui. Mais finalement, Doc, est-ce une bonne chose ? Alors, c'est pas une bonne chose de mentir, bien sûr, et je dirais d'en faire un trait de personnalité. Il vaut mieux dire la vérité et être sincère, authentique, c'est sûr. Alors, en même temps, c'est sûr que ça peut être aussi une protection, et puis c'est pas forcément toujours négatif cette apparition du mensonge. D'ailleurs, je dirais dans pas mal d'études, on a vu que dans le développement de l'enfant, c'est aux alentours de 2 ans que certains enfants commencent à déjà concevoir qu'il peut y avoir des formes de mensonges avec vers 4 ans, déjà, la plupart des enfants vont commencer à mentir pour cacher en gros leurs méfaits ou leurs petites bêtises ou des choses comme ça. Et ça va se poursuivre un peu tout au long de l'enfance. D'ailleurs, il y en a certains, je crois que c'est Feldman qui a développé beaucoup ce sujet aux États-Unis, qui dit qu'en gros, il y aurait à peu près 60% des gens qui mentent, on va dire, au cours d'une conversation d'une quinzaine de minutes. Mais sans s'en rendre compte. Alors, ce ne sont pas des mensonges dans le but de tromper l'autre. C'est vraiment des omissions, c'est des mensonges, voilà, un petit peu défensifs, comme on dit. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Pourquoi dire des mensonges dans une relation, par exemple ? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Alors, c'est pour éviter, en gros, des reproches. Donc, c'est le mobile, en gros, le plus répandu. Ça peut être aussi pour obtenir une forme de récompense, quelque part une valorisation qu'on ne pourrait pas obtenir autrement. Ça peut être pour se protéger aussi, parfois, alors psychiquement, physiquement. Ça peut être aussi pour se valoriser. On va gagner l'admiration de l'autre en mentant un petit peu, en racontant, en embellissant la vérité, on va dire, plutôt que le mensonge. Ça peut être aussi pour échapper à une situation sociale gênante. On a du mal à faire quelque chose, on n'est pas prêt, ou tout ça, voilà, on va avoir une petite excuse ou tout ça. C'est des choses qui arrivent, de même que pour éviter la gêne de l'autre. Enfin, ce sont tout un tas de petits exemples qu'on va voir, par timidité aussi, on peut voir aussi. Pour d'autres aussi, ça peut être pour obtenir le vrai. C'est la technique de « en prêchant le faux, je vais savoir le vrai ». Donc là, on voit quand même une forme de manipulation de l'autre. Ça peut, pour paraître plus fort, plus admiré. Ça peut être aussi par intérêt matériel. Là, on n'est pas loin de l'escroquerie, de l'arnaque. Donc là, c'est le vrai mensonge au sens où on va tromper l'autre pour son bien personnel, pour ses avantages. Ça peut être par plaisir aussi. Il y a des personnes qui sont dans ce plaisir aussi de tromper. Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des personnes qui avaient cette problématique un peu d'identité et toujours besoin de se créer un personnage. Ça peut être aussi par méchanceté, par médisance. On va aussi mentir pour faire du mal à l'autre. Ça, on le voit chez des personnes qui sont dans des commérages très importants, qui vont vouloir faire du mal et utiliser le mensonge. On peut le voir notamment, par exemple, c'est tout à fait typique, on en avait parlé, chez certains pervers narcissiques. On va utiliser le mensonge à son avantage. Donc ça, c'est tout à fait caractéristique. Voilà en gros la plupart des motivations un peu qui sont vastes finalement. Alors, en adage dit souvent que qui vole un œuf vole un bœuf. Rien à voir avec la choucroute, puisqu'aujourd'hui on parle de mensonge. Mais pourquoi un mensonge en attire-t-il un autre ? Eh bien, parce que dans le premier mensonge inaugural, on va dire, surtout s'il est, on va dire, impactant sur des choses assez importantes, eh bien, il y a un effet boule de neige, un engrenage qui arrive. C'est-à-dire qu'un premier mensonge est lancé, et puis, pour que ça tienne la route, pour que ça puisse être convaincant, eh ben, on va continuer à maintenir ce mensonge
voire même à créer une histoire autour de ce mensonge. Et ça, c'est tout à fait typique. On commence par une déformation de la réalité qui nous arrange, on finit par inventer une autre vérité, et là, on est dans la spirale du mensonge. Et puis même si au départ, on a ce sentiment de culpabilité, eh bien, ce mensonge, on s'y fait, et puis ça devient finalement, je dirais, cet effet de boule de neige qui fait qu'on va mentir de plus en plus. Mais est-ce que dans ce cas de figure-là, est-ce qu'on pourrait parler de pathologie ou pas du tout? Alors, pas forcément toujours. C'est-à-dire qu'on voit des personnes qui, pour se tirer d'une situation, ils ont menti et puis ils vont aller un peu plus loin. Le problème, c'est jusqu'où va ce plus loin. C'est que si ça amène à tout transformer, là, c'est pathologique. Si par contre, à un moment donné, ils disent écoute, là, je t'ai raconté un crack, c'était pas tout à fait ça, j'étais pas bien à ce moment-là, j'avais besoin d'en passer par là. Là, on n'est pas dans la pathologie, même si cette personne a inventé une autre histoire. Je suis d'avis de dire souvent, en fait, c'est pas le mensonge qui est un réel problème, c'est la motivation de ce mensonge, le fond. Exactement. C'est le fond qui est très gênant. Alors, je dirais, le plus pathologique, alors d'un point de vue social, c'est quand on ment pour tromper l'autre, et là, effectivement, pour obtenir un avantage, un intérêt sur l'autre, voire même pour le détruire. Là, on est vraiment dans le mensonge grave et conscient, et tout à fait, je dirais, impactant pour l'autre. Là, c'est quelque chose qui, je dirais, qui peut être très grave. Médisant, de pouvoir détruire l'autre comme ça, parce qu'on va salir sa réputation. Là, on a affaire à des personnes qui ont, je dirais, des traits un peu antisociaux, c'est-à-dire ou narcissiques ou de pervers. Donc là, ou d'escrocs. On a aussi l'escroc, le spécialiste de l'arnaque, c'est un spécialiste du mensonge. C'est un caméléon qui va s'adapter et qui va créer ses mensonges pour, on va dire, entourlouper l'autre et obtenir ce qu'il veut. L'escroc, c'est de l'argent de l'autre, par exemple. Alors, Doc Seb, quand devient-on mythomane? Alors, en gros, la mythomanie, déjà, tout le monde ne devient pas mythomane. La mythomanie, c'est vraiment une pathologie psychiatrique. C'est une personne là qui a une tendance vraiment compulsive. Vraiment, elle ne peut pas s'en empêcher à raconter des mensonges, à inventer des histoires, à créer des fabulations, à s'inventer un personnage, voire même à tromper complètement les autres. Il y avait cette histoire de ce fameux médecin, enfin faux médecin, qui disait qu'il était médecin à l'OMS et qui a inventé une histoire complètement, je dirais, horrible au final, puisque ça a fini très mal, cette histoire-là. Toute sa vie était basée sur ce mensonge. Donc là, on est dans des formes de mythomanie grave, en plus avec des psychopathies associées. Mais on peut avoir des mythomanes qui ont cette tendance compulsive à mentir, qui vont inventer des histoires, qui vont même finir par les croire. C'est-à-dire que chez eux, il y a presque cette croyance, ils adhèrent à leurs mensonges. C'est vraiment complètement étonnant même, parce qu'ils finissent par être complètement adhésifs à tout ça. Ils se sont persuadés d'une situation, d'une histoire inventée. Exactement. D'ailleurs, le premier qui a inventé cette notion de mythomanie, c'était un célèbre psychiatre qui s'appelait Dupré, du terme mythos, en gros, qui vient de la légende en grec. Eh bien, c'est l'histoire d'une personne qui avait la manie de se créer une légende. C'était une folie d'une création finalement d'un personnage et d'une forme de légende qui se construisait. Et ça se distingue vraiment du mensonge simple parce que il y a une fausse information et la personne finit par y croire. Mais en même temps, quelque part, son mensonge traduit sa vérité. C'est que sa vérité, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, dans sa vie. Et c'est toujours le problème du menteur un peu pathologique comme ça. C'est que sa vie ne lui convient pas. Sa réalité est insuffisante et il a besoin de combler ses failles narcissiques en inventant des histoires et en fabulant. Alors, peut-on démasquer un menteur? Est-ce que c'est facile finalement? Est-ce que tu as des tuyaux à nous donner? On a dit qu'on mentait pas, justement. Alors, donc c'est pas évident.
c'est pas évident parce qu'on s'est aperçu dans certaines études que c'est très compliqué de repérer des menteurs, alors d'autant plus qu'ils y sont aguerris. Parce qu'il y a une forme d'entraînement finalement à mentir qui fait que les personnes n'émettent plus des émotions particulières qu'on pourrait par exemple tester sur je dirais des détecteurs de mensonges qu'on appelait comme ça, des polygraphes ou autre chose. Parce que ces personnes sont tellement aguerries qu'elles ne donnent aucun indice. Et c'est souvent après coup qu'on va s'apercevoir des mensonges. Donc ça, c'est tout à fait caractéristique. Donc un bon menteur, en général, il parviendra assez bien à cacher sa gêne. Alors qu'un mauvais menteur, entre guillemets, il peut très bien manifester des signes d'anxiété. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on les détecte en général après. Alors, on peut avoir quand même des signes. On peut avoir des signes de langage infracorporel, enfin corporel. Par exemple, si on leur demande de raconter une histoire à l'envers, ils vont parfois, comme ils ont créé leur propre histoire, avoir du mal à la raconter à l'envers. Demander à leur interlocuteur en même temps que ils disent, je dirais, leur histoire, de réaliser une tâche simple. Par exemple, je vais te demander d'aller me chercher un petit verre d'eau ou de faire quelque chose en même temps que tu me racontes cette histoire. Et il va plus pouvoir tellement s'en rappeler parce que son cerveau va être absorbé par autre chose. Donc, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle des questionnements en plusieurs temps. C'est-à-dire qu'on va voir un petit peu si sa mémoire elle est volatile, si elle est présente ou pas. Parce qu'on peut avoir tendance à commettre des erreurs. Mais en même temps, c'est aussi un signe quand c'est toujours la même version et qu'il n'y a pas de choses qui s'alimentent, c'est qu'on peut se poser la question de est-ce que c'est pas une version toute faite qui n'existe pas. Donc c'est vraiment assez complexe avec les menteurs. Donc, on va souvent aussi, au travers du contact visuel aussi, on va voir un petit peu quelque part quelle est la réaction. Donc, voilà, il y a tout un tas de stratégies, mais je dirais que c'est plus une intuition pour l'instant que vraiment une donnée scientifique. Même si il y a, on va dire des stratégies simples. Alors, on peut s'apercevoir que certains vont avoir tendance à cacher un peu leur bouche. Comme ça, c'est un geste courant que certains vont faire parce que le langage inconscient lui indique que c'est pas tout à fait la vérité. Mais les gens extrêmement habiles vont pas faire ça. Donc c'est vraiment donc c'est particulier. Alors il y a des stratégies qui ont été inventées. Alors, notamment dans les techniques d'interrogatoire, pour essayer de confronter les personnes un petit peu, pour savoir un petit peu si c'est la réalité, notamment quand on veut chercher à avoir des aveux. Donc, il y a tout un tas de stratégies, de questionnaires qui existent, mais quand même, ça demande d'être extrêmement bien formé. C'est-à-dire que là, on est sur des techniques d'investigation, d'enquêteurs, de gens qui sont formés en psychologie et en criminologie. Alors, je parle là dans le pénal, dans des choses, mais dans le courant, c'est pas toujours évident. Alors, on arrive sur la fin de l'émission, justement. Quelles sont les conséquences, là c'est très important, quelles sont les conséquences d'un mensonge ? Alors, les conséquences d'un mensonge, c'est que effectivement, ça peut amener à des répercussions assez graves. Si par exemple on falsifie son identité, on falsifie ses diplômes, on s'invente une histoire, eh bien ça peut être toute sa vie qui va être complètement perturbée, bouleversée, parce qu'à un moment donné, ça va se savoir. Dans un couple, ça peut ébranler complètement la stabilité d'un couple. Quand on découvre que l'autre nous a menti, nous a raconté qu'il était avec un tel et puis il était avec une autre personne, qu'il a fait ci et fait ça, la question de la confiance et de la trahison, elle joue. Et ça peut complètement ébranler un couple. Ça peut mettre la confiance à mal, au point parfois même chez certains couples d'envisager la séparation, voire même des formes de vengeance. Donc c'est vrai que ça peut avoir des conséquences relativement importantes. Et puis aussi, dans la vie de tous les jours, si on a des amis qui sont menteurs,
on va s'en apercevoir à un moment donné. Et puis, on va plus pouvoir leur confier des choses, on va plus les croire. Et le jour où ils ont un problème, on n'y croira pas. C'est toute la difficulté aussi. Donc, il n'y a aucun intérêt à mentir quelque part pour la plupart des personnes, enfin la grande majorité, même si parfois on peut faire des petits arrangements avec la réalité, de mentir de façon consciente et volontaire, il n'y a aucun intérêt. Ensuite, il y a d'autres conséquences sur la psyché et sur, on va dire, la personnalité. On s'est aperçu que les personnes qui mentaient de façon répétitive, des formes de mensonges pathologiques, ils avaient moins de réactions émotionnelles à terme à leurs propres mensonges. C'est pour ça qu'ils arrivent à cacher finalement les menteurs professionnels, et que cette absence totale finalement de sentiments ou de culpabilité, ça devenait une habitude et ça pouvait jouer sur leur sur leur empathie. C'est-à-dire que c'est des personnes qui avaient de moins en moins d'empathie avec l'autre. Donc, c'est pas forcément bon signe de prendre l'habitude de mentir, parce que ça va réduire notre capacité d'empathie à rentrer en communication, en relation sincère et authentique avec les autres. Donc, à long terme, c'est pas bon du tout. Alors, dans un couple, justement, tu parlais des répercussions du mensonge dans le couple et effectivement la possibilité pour le couple de se séparer suite à un mensonge. Est-ce que on peut se réparer, pas se séparer, se réparer derrière un mensonge dans un couple? Est-ce qu'on peut regagner confiance en la personne qui a menti? Est-ce qu'il y a la possibilité de perdurer, de continuer dans cette relation? Alors, c'est possible à condition que le menteur accepte, qu'il a menti et puisse s'en excuser et expliquer la raison de cette omission, de ce mensonge ou autre. Peut-être parce qu'il n'avait pas confiance en lui, peut-être parce qu'il voulait être admiré, parce qu'il avait besoin de liberté. Il y a tout un tas de causes, mais à condition qu'il puisse s'en expliquer et que ce comportement cesse. C'est-à-dire que ça ne se reproduise pas et qu'il amène des signes de confiance, d'authenticité, de sincérité. Là, c'est possible de son côté. Alors, c'est possible de l'autre côté si l'autre personne accepte aussi et pardonne. Donc, on est obligé de passer par l'acceptation et le pardon quand il y a des mensonges plus ou moins importants. Parce que y a un lien d'attachement qui s'est créé, parce que on se dit qu'on peut donner une seconde chance à l'autre. Donc c'est tout à fait possible, mais à condition effectivement que les deux puissent faire un effort dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que le menteur ne s'enferre plus dans ses mensonges et change complètement de stratégie, se donne tel qu'il est. Et que la personne qui s'est sentie trahie, ne le prenne pas pour, quelque chose qui termine, qui finalise, mais se dise que c'était peut-être un travers que cette personne avait et qu'en reconnaissant ses fautes, en construisant une autre relation basée sur la sincérité et la confiance, les choses pourront reprendre. Sébastien Guarnero, docteur en psychologie, sexologue et hypnothérapeute. Merci, Doc-Seb, pour toutes les réponses que tu nous apportes et tout le développement des thématiques. On se retrouve très rapidement dans une prochaine émission. Merci à toi et puis que la vérité triomphe. Tout à fait. Bye bye.